Nous sommes en 1919. Le premier conflit mondial s'est achevé un an auparavant. Partout, on pense les blessures béantes laissées par cette terrible boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale. Les vainqueurs du conflit se partagent leur nouvelle zone d'influence. Les vaincus tentent de sauver ce qui peut l'être encore. Au Levant, un immense espoir se lève. La fin de la domination ottomane pourrait signifier bien des indépendances, revendiquées par des populations avides de liberté, indépendance d'ailleurs souvent promise par les puissances comme récompense pour le soutien apporté pendant la Grande Guerre. Ce vent d'espérance berce le Liban d'alors. La douceur de vivre règne sur ses rivages est de la Méditerranée et la promesse de lendemain qui chante ouvre des horizons infinis, tant politiques, économiques que culturels et artistiques. Le Liban de 1919 est au cœur de la Narda, ce mouvement de renaissance du monde arabe dont les fondateurs sont libanais. Les idées foisonnent, les projets bourgeonnent. Les Libanais, conscients des richesses naturelles et culturelles de leur pays, souhaitent le promouvoir en y développant le tourisme. En ce début de XXe siècle, l'automobile est la grande révolution. Cette invention qui se démocratise fascine, et quelques notables, amis du comte de Dion, lui-même fondateur du Salon de l'Auto en 1898 et cofondateur de l'Automobile Club de France en 1895 et de l'Aéroclub de France la même année, ces amoureux des bolides et de la vitesse fondent une association pour la promotion de l'automobile. Il s'agit, entre autres, de messieurs Jean Defrège, Alfred Sursock, Selim Salam, Habib Bey Pharaon, Jacques Tabet, Albert Nakache, Ahmad Bayhoum, Michel Chiha et Charles Corme. La France, puissance mandataire, encourage l'avènement de ce club sur le modèle du Touring Club de France. Le 2 mai 1920, M. Georges Vessier, qui est le délégué principal du Touring Club de France et directeur du journal La Syrie, adresse aux principales personnalités de Beyrouth et du Liban une invitation à participer à l'Union française de Beyrouth à la réunion préliminaire de création du Touring Club Liban-Syrie. Une foule de notables répond à l'appel lancé, tandis que l'administration mandataire, par la présence du commandant Labru, administrateur du territoire autonome du Liban, de Habib Bacha Saad, président du conseil administratif du Liban, du commandant Lesbros, du capitaine Bélandou, du capitaine Rufa, marque le vif intérêt qu'elle porte à l'œuvre nouvelle. À l'issue de 2 réunions, l'une à Brabda, l'autre à l'Union française de Beyrouth, naît une association, le TCSL, Touring Club de Syrie et du Liban, ancêtre de l'ATCL actuelle. Sont nommés dans un premier temps, et à l'unanimité, membres du comité directeur provisoire, messieurs Jean Defrège, Elie Sabbar, Moussa Benjamin, Antoine Eddé, Charles Corme, Abdallah Bayhoum, Hassan Qadi, Salim Salam, Habib Bey Pharaon, le docteur Debrun, Habib Trad, messieurs Martin, Michel Twaini, Gilly, Alfred Sursock, Jacques Tabet, le commandant Perrin, Anis Hani, Albert Nakache, messieurs Brahe, Notte, Émile Hachot, messieurs Anemoglou, Wadi Doumani, Chamonard, Alfred Nasser, messieurs Marteau, Naamani, Chiha, Gabriel et Jean Bustros, monsieur Martou et, bien sûr, Georges Vessier. Le comité provisoire constitue ensuite son bureau de la façon suivante. Jean Defrège, président. Marteau, Elie Sabbar, Abdallah Bayhoum et Jacques Tabet, vice-président. Habib Trad, trésorier. Georges Vessier, secrétaire général. Charles Corme et Habib Bey Pharaon, secrétaire. 4 commissions principales sont créées en conformité avec les missions assignées au club. La commission des sites et monuments, la commission des routes et moyens de transport,
la commission de l'industrie hôtelière et la commission du reboisement et de la protection de la faune. La cotisation annuelle est fixée à 40 francs. Outre les membres adhérents, l'association comprendra des membres d'honneur, des membres fondateurs et des membres bienfaiteurs. Sur les 40 francs de la cotisation ordinaire, 6 francs sont consacrés à l'affiliation au Touring Club de France, donnant ainsi à ses membres le droit de bénéficier des innombrables avantages que la grande association française assure à ses adhérents, notamment l'envoi de sa belle revue mensuelle. Le comité donne mandat à son bureau de prier le général Gouraud, haut commissaire de la puissance mandataire, de bien vouloir accepter la présidence d'honneur du TCSL. Le jeudi 13 mai 1920, ont l'honneur d'être invités à dîner par son Excellence le général Gouraud, les membres du bureau du comité du TCSL. Le général Gouraud, en réponse à la demande qui lui est faite par messieurs Jean Defrège, président, et Georges Vessier, secrétaire général, déclare qu'il accepte avec enthousiasme la présidence d'honneur du TCSL. Le premier siège de l'ancêtre de la TCL est installé à Beyrouth, à l'immeuble Fatal, rue du Port. Les années s'écoulent paisibles, à l'ombre d'un Liban qui se développe, se modernise et reste plutôt à l'abri des soubresauts qui commencent à se faire sentir dans la région. En 1933, la TCL est affiliée à l'AIT, Alliance internationale du tourisme de Genève, et à la FIA, Fédération internationale de l'automobile Paris. 10 ans plus tard, en 1943, enfin l'indépendance. Le jeune Liban indépendant, né du pacte national, prend son envol. À de belles années d'insouciance vont succéder des temps troubles. La Nakba de 1948, la montée des nationalismes arabes et leur retombée au Liban sous forme de montée des crispations communautaires. Bon an, mal an, le jeune Liban se sent néanmoins pousser des ailes. Il attire les têtes couronnées du monde entier, la jet-set internationale. Il est la Suisse du Moyen-Orient, le pays du miel et de l'encens, où l'on dévale à ski le matin de vertigineuses pentes enneigées, avant d'aller se baigner l'après-midi même sur des plages de sable fin. Un vrai paradis sur terre. La TCL, fidèle à sa mission, continue de promouvoir tourisme et sport automobile. En 1957, le club est déclaré d'utilité publique par décret. Au début des années 60, l'État libanais, dans le cadre d'une politique d'aménagement et d'expansion des infrastructures, confie au Conseil exécutif des grands projets le soin d'assurer la maîtrise d'œuvre de la construction d'un 3e bassin pour le port de Beyrouth. Le Conseil des grands projets se compose alors de 3 éminents ingénieurs, messieurs Farid Trad, Henri Nakache et Fayez Ahdab, ceux-là même qui ont supervisé dans les années 40 la construction du nouvel aéroport de Beyrouth à Khaldé. Un crédit de 60 millions de livres libanaises est alloué au projet du 3e bassin de Beyrouth. Le Conseil exécutif des grands projets fait appel à un consultant danois réputé en travaux maritimes, Kampsax, pour son étude et sa supervision. Après une adjudication internationale, le projet est en définitive adjugé à l'entreprise grecque Archirodon pour un montant de 45 millions de livres libanaises. Le Conseil des grands projets prend alors l'initiative de proposer au président de la République, le général Fouad Chehab, de faire construire avec le crédit restant, soit 15 millions de livres libanaises, un ensemble de 3 bassins sur la rive sud de la baie de Jounier, qui seraient destinés respectivement au tourisme, à la marine nationale et à la pêche. Le président Chehab en accepte le principe qui est finalement approuvé par le Conseil des ministres. La question de la gestion de la marina de tourisme se pose alors au gouvernement, qui considère qu'une administration publique, avec ses contraintes de routine administrative, n'est pas en mesure d'assurer au mieux cette mission. On pense alors à l'ATCL, Association d'utilité publique à but non lucratif, dont la mission première est, il est vrai, l'encouragement du tourisme,
mais elle n'a pas pour autant vocation à gérer une marina. Au même moment, le Yacht Club de Beyrouth, qui se situe à l'extrémité de la jetée du deuxième bassin du port de Beyrouth, doit être déplacé pour laisser la place à la construction du fameux troisième bassin. Il est alors proposé de jumeler ce Yacht Club de Beyrouth avec l'Automobile et Touring Club du Liban, ce qui permet de justifier l'attribution de la gestion de la nouvelle marina à la TCL. Le président Fouad Chehab légalise cette attribution à long terme par un décret pris en Conseil des ministres. L'occupation de ce qui est un domaine public maritime, une marina sur le flanc est de la baie de Jounier, est accordée par décret. Ce décret, sous l'égide du ministre des Travaux publics de l'époque, M. Georges Nakache, est préparé par Mme Denise Khoury, chef du service du contentieux du ministère des Travaux publics, et par Maître Michel Assaf, secrétaire général de la TCL. Le décret est promulgué en juin 1962. En 1967, la TCL reçoit de l'État un plan d'eau de 40 000 m², des quais et un terre-plein de 60 000 m² environ, et a à sa charge la construction de toute l'infrastructure, des équipements maritimes, des voiries et réseaux, des équipements sportifs et des bâtiments, en respectant un coefficient d'exploitation général. Le Conseil des grands projets, à l'époque chargé également de la construction de la foire de Tripoli, a fait appel à cet effet à Oscar Niemeyer pour l'architecture. Henri Nakache et Fayez Ahdab, profitant d'un passage de Niemeyer au Liban, lui font visiter le complexe de Kaslik, dont la superstructure est encore en projet. Niemeyer, d'un coup de crayon, esquisse l'ensemble du bâtiment, le restaurant avec sa mince voilure en guise de toiture et la piscine. L'État libanais est très impliqué dans ce projet et dans sa double dimension sportive et touristique. Le président Charles Hello suit en personne de très près les travaux, visitant le chantier régulièrement. En 1968, la TCL prend officiellement livraison des lieux et c'est la première saison qui s'y ouvre, plus exactement une demi-saison. Cette année-là, il y a 216 membres pionniers à la TCL. Toutes ces familles sont toujours membres aujourd'hui, en 2019. 1969, on fête les 50 ans de la création de la TCL. Le président Hello, lors d'une grande et fastueuse réception au club, souligne et confirme l'attachement de l'État à de pareilles réalisations, symbole d'un Liban à visage culturel, sportif et touristique. Jusqu'au début des années de plomb, 1975 et son cortège d'horreur, le club sera très souvent utilisé par la présidence de la République. Tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État sont d'ailleurs présidents d'honneur du club, comme écrin de ses réceptions et soirées en l'honneur d'hôtes de marque libanais et étrangers. Les présidents Hello et Frengier y sont extrêmement attachés et mettent toujours en exergue la beauté du site, la fonctionnalité de la marina et la vocation touristique et sportive du club, vitrine du Liban. Les rallyes de voitures, les compétitions de tennis se succèdent, toujours sous le patronage du plus haut personnage de l'État. Les coupes sont remises par les présidents de la République eux-mêmes, alors que les festivités se succèdent au club, déjeuners et dîners mondains, événements sportifs et de bienfaisance. 1975, c'est le début de la guerre. Elle durera 15 longues années, durant lesquelles le club résistera à toutes les tentatives de déstabilisation, à toute la violence destructrice, à la déshumanisation des hommes. Touché à maintes reprises par les bombardements, il essuiera de lourdes pertes, humaines et matérielles. Il restera aussi, dans la mémoire de ses membres, un lieu privilégié, souvent un havre de paix où ils se réfugieront avec leurs amis, chassés de leur domicile par les violences. En dépit de cette longue, interminable plage de malheur et de tristesse, on fêtera en 1984 les 75 ans de la TCL sous l'égide du président Amin Gemayel, qui confirme ainsi la place prééminente du club dans le paysage libanais et l'importance qu'il revêt pour promouvoir les valeurs historiques du pays, la tolérance,
l'hospitalité et la modernité à visage humain, en dépit de la folie qui s'est emparée des hommes. 1990, une nouvelle aube se lève sur un pays meurtri. C'est le temps de la reconstruction et la TCL s'y emploie avec efficacité et conviction. Durant ces années de plomb, seuls ont été construits les gradins du tennis en 1986. Il est temps de réhabiliter, de développer et de renforcer les infrastructures, de reprendre les activités sportives, culturelles et mondaines, mises en sommeil du fait des événements. Rallyes internationaux, compétitions de tennis, de voile, de ski nautique, de natation réunissent à nouveau la fine fleur des sportifs locaux et internationaux au club. Des entraîneurs de haut niveau animent ces disciplines et l'engouement des jeunes et des moins jeunes ne se dément pas. Tournois de cartes et de Scrabble se succèdent, des dîners de gala, de bienfaisance, des soirées musicales, les soirées fêtes de la musique, les vernissages, les happenings pour les plus jeunes, les célébrations autour de Noël, de Pâques, du Nouvel An. Toutes les occasions sont bonnes pour faire de chaque jour une fête. En 1996, la TCL fait rénover sur la Jetée Ouest un club de sport indoor qui sera baptisé le Gym Tonic. En 2007, c'est le restaurant de plein air de la Jetée Nord qui voit le jour. Enfin, en 2009, la piscine chauffée, située sur le gazon, est inaugurée et fait la joie de tous ceux, nageurs et nageuses intrépides, qui souhaitent nager toute l'année durant. Cette dernière décennie aura été celle de la réhabilitation des installations existantes. La marina est entièrement restaurée, repensée et modernisée, et toutes les infrastructures en béton brut du club sont consolidées, rénovées, rafraîchies. Aujourd'hui, le club fête ses 100 ans. Il a traversé les époques, les troubles, les écueils, tel un vaisseau amiral fendant les flots déchaînés de toutes les tempêtes. Il a plus de 10 000 adhérents. Il est toujours ce havre privilégié, ce sanctuaire accueillant, fréquenté de manière régulière par de nombreuses personnalités officielles, dont le président Émile Lahoud